Malgré les phénomènes extrêmes que nous avons vécus cette année, puisque les agences météorologiques avaient annoncé déjà un hivernage très pluvieux, que nous avons effectivement vu tous, qui ont occasionné des inondations. Juste à titre d'exemple, ces présentations que nous avons montrées ce matin ont permis de voir que la plupart des grandes villes ont dépassé, disons, les prévisions météorologiques, ont connu des pluies extrêmes et que plusieurs aussi, en 24 heures, ont eu des quantités d'eau dépassant les 130, arrivant jusqu'à 180 mm. Et quand ça arrive, aucun réseau ne peut résister. Cela a causé des inondations dans plusieurs villes, mais notre approche de gestion a permis de soulager les populations, puisque c'est ce que nous avions annoncé, que tout ne pouvait pas être résolu, mais qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, l'État serait présent. Ils ont montré par les statistiques que j'ai été à plusieurs 20 fois sur le terrain en 3 mois. Ça veut dire que si l'hivernage doit durer 90 jours, les 60 jours, moi-même et mes équipes, nous avons été sur le terrain aux côtés de nos concitoyens pour les soulager, pour leur apporter les solutions d'urgence et autres. Et c'est cette démarche-là que nous allons poursuivre. Cette réunion aujourd'hui du Comité national de gestion des inondations vise dans un premier temps à faire le bilan, à tirer toutes les bonnes leçons que nous avons pu capitaliser durant cet hivernage, mais également à bien analyser là où il y a eu des défauts, là où il y a eu des choses qu'on aurait dû mieux faire si on avait eu plus de temps pour pouvoir les rectifier. Donc dans la deuxième partie aussi, ce sera pour dire on se projette sur 2025. Là, on a un peu plus de temps de nous préparer. Au-delà de 2025, prenant en compte les phénomènes météorologiques et le changement climatique, et conformément à la vision 2050 qui consiste à avoir une transformation systémique, nous n'allons même plus prendre les hivernages les uns après les autres. Nous allons nous projeter déjà aujourd'hui sur les 5 ans à venir et même au-delà pour dire, compte tenu des changements climatiques, voilà la nouvelle façon de gérer les inondations, voilà la nouvelle façon de prendre en charge les questions d'hivernage en mutualisant et en mobilisant davantage toutes les structures de l'État, mais en faisant appel à la suite du chef de l'État, à la mobilisation et à l'engagement citoyen. Vous avez vu que quand il a appelé pour le Setal Suñu Réew, les Sénégalais sont massivement sortis. Les statistiques et nos observations nous ont montré que les journées Setal Suñu Réew ont aidé grandement à la gestion des inondations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on n'avait pas eu ces journées, on aurait eu sans doute beaucoup plus d'inondations et de problèmes durant l'hivernage passé. C'est aussi un acquis important que nous allons consolider. Nous allons davantage appeler les citoyens en amenant les moyens de l'État, mais à la base en mobilisant nos communautés pour venir en aide à nos concitoyens. Mais il y a aussi dans les activités et les actions des changements majeurs à faire pour ne plus gérer les eaux avec le même paradigme. L'eau ne doit plus seulement être rejetée, sortie des quartiers pour être jetée à la mer. Nous allons voir une approche beaucoup plus circulaire pour pouvoir traiter les eaux, les réutiliser à travers une démarche avec l'agriculture et la pêche, en alimentant des bassins, en alimentant un certain nombre de lacs qui ont tari et en creusant peut-être quelque part des lacs artificiels. Donc tout cela est à l'étude et même au niveau de la vallée du fleuve, avec les crues que nous avons connues dans la zone de Bakel et au-delà, nous sommes en train aussi de mener les études nécessaires pour voir comment réhabiliter les mares et les marigots pour faire en sorte que l'eau du fleuve qui venait causer des inondations dans ces villes et ces localités ne soit plus le cas, mais que cette eau soit servie aussi, ou soit utilisée pour renforcer l'agriculture, la pêche et d'autres activités génératrices de revenus. Justement pour la crue, pour en rester là, la crue, on en est où exactement? C'est quoi le point sur la situation? Mais déjà, une des actions que nous sommes en train de mettre en place, c'est en relation avec l'OMVS, puisque vous savez que le fleuve Sénégal, comme le fleuve Gambie, qui ont connu des crues exceptionnelles cette année, dues justement à ces phénomènes climatiques avec beaucoup de pluie en amont, en Guinée et au Mali, y compris aussi au Sénégal, cela a créé ce phénomène que nous avons observé. Mais il y a également une approche à changer et nous en sommes déjà ouverts à l'OMVS sur la gestion du barrage. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, ils pensent effectivement que ce sont les lâchers de Manantali qui ont engendré la crue. Manantali n'a contribué à la crue que pour environ 16%. Au-delà de cela, ce sont des eaux exceptionnelles des bassins du fleuve Sénégal, de tout ce qui est venu des affluents qui ne sont pas contrôlés, de la Falémé aussi et autres, qui ont reçu beaucoup d'eau et qui ont gonflé le fleuve. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de gérer déjà au niveau de Manantali pour ne plus attendre d'atteindre la cote d'alerte avant de déclencher les lâchers. Puisqu'en le faisant, on lâche beaucoup d'eau en même temps. Aujourd'hui, on va s'y prendre sans doute à partir de l'année prochaine
un peu plus en amont et de lâcher à petite dose plutôt que de lâcher de grandes quantités. Mais il y a également des projets structurants sur lesquels nous sommes en train de travailler, que nous accélérons, puisque sur le fleuve Sénégal, il y a ce barrage de Manantali qui régule le fleuve, mais nous avons déjà un projet qui est accéléré, que nous allons sans doute réaliser dans les prochaines années, qui est un autre barrage qui sera érigé sur la Falémé, qui s'appelle le barrage de Gourbassi, et toutes les étapes sont en train d'être accélérées par le gouvernement en relation avec les pays frères de la sous-région, et dont la réalisation va aussi réguler environ 25% des eaux du fleuve Sénégal, ce qui va nous amener à avoir un fleuve un peu plus maîtrisé. Mais dans l'urgence, à partir de l'année prochaine, nous avons inscrit dans notre budget des montants qui permettront justement dans la zone de Bakel, les villages de Yafera dont vous avez entendu parler, Golomi, Mbalou, etc., de pouvoir faire des ouvrages et de les continuer année après année pour qu'à très brève échéance, on puisse sécuriser ces localités et utiliser cette eau-là pour renforcer leurs activités agricoles. Parce qu'ils ont des mares et des marigots connus traditionnellement que nous allons pouvoir les aider à utiliser pour l'agriculture. Monsieur le ministre, dans l'œuvre de l'homme, dans l'exécution de votre mission, y a-t-il eu des comportements que vous avez constatés qu'il va falloir rectifier, ne serait-ce que pour aider à une meilleure gestion des inondations? C'est une excellente question et on va dire que c'est d'ailleurs le problème le plus préoccupant parce que c'est sans doute le plus large. On aime à dire que les inondations se sont déplacées ici à Dakar, des zones de Pikine Guédiawaye vers Kermassar et ensuite ils seraient en train de se déplacer vers Bambilor, Sangalkam et autres. En fait, ce n'est pas une bonne approche. Ce qui s'est déplacé, ce ne sont pas les inondations, ce sont les populations qui sont en train de se déplacer et en s'installant dans des voies d'eau, dans des zones qui de toute manière recevraient, parce que ce sont des lacs ou autres qui ont été remblayés, mais quand les pluies reviennent, évidemment, ces eaux reprennent leur place. C'est le phénomène anthropique. Il y a un travail à faire sur les comportements, et ça, toutes les structures gouvernementales vont s'y atteler, mais il y a également un travail de fond à faire sur le respect des lois et des règlements. Le Premier ministre a déjà donné des instructions fermes dans ce sens, et le ministère des collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur et d'autres, et aussi le ministère même des Forces armées, vont se mobiliser et réunir leurs efforts, travailler en conjonction pour faire en sorte que toutes les lois et règlements soient appliqués de manière la plus rigoureuse pour éviter ou pour interdire l'occupation des zones non édificantes. Vous allez voir des populations s'installer sur des lacs. Et pas plus tard que cette semaine, nous avons reçu des vidéos où des populations, des personnes, nuitamment, allaient remblayer le lac de Mbebes. Et ils ne le font que la nuit pour éviter d'être pris à défaut. Mais si on laisse faire, évidemment, dans quelques temps, des populations vont faire des parcelles, construire des maisons, et à la prochaine saison des pluies, les pluies vont envahir et on parlera d'inondations, alors que ce sont des populations qui se sont installées ici. Donc il y a un travail qui sera fait avec beaucoup de rigueur par le gouvernement. Nous avons fait déjà tous les travaux et des réflexions nécessaires. Au niveau du ministère et de la DPGI, il y a des cartes, une cartographie complète à l'échelle du pays de toutes les zones inondables. Et cet outil a déjà été transmis à mon collègue des collectivités territoriales pour que les services de l'urbanisme puissent s'en référer, pour qu'avant de délivrer des permis d'occupation, des permis de lotissement, on regarde sur ces cartes, est-ce que ces zones qui doivent être loties sont sur ces zones non édificantes ou ces zones inondables? Et si c'est le cas, est-ce que les promoteurs ont des plans d'assainissement corrects et dignes de ce nom? Et si ce n'est pas le cas, évidemment, ils pourront appliquer les mesures nécessaires pour éviter que, malheureusement, quelquefois, les concitoyens sont désavantagés, n'ont pas l'information en amont. On leur vend des parcelles sans leur donner les informations sur des zones que personne ne devrait occuper. Et lorsqu'après ils finissent de construire leur maison, ils se retrouvent dans les eaux et on ne voit plus le promoteur. Donc il appartient à l'État de venir les protéger. Et avec là, on sera sans concession et dans la mesure de toute la rigueur possible, les lois et les règlements seront appliqués dans ce sens pour éviter que ce phénomène anthropique, basé quelquefois sur l'indiscipline et le manque de conscience de certains acteurs, ne viennent créer des difficultés majeures à l'État et à nos concitoyens.